Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous composez sur Europe 1 le 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Praud et aussi poser vos questions à notre invitée Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise. Que nous saluons. Après des mois de rebondissement, le très controversé projet de loi immigration arrive donc dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il sera immédiatement menacé par une motion de rejet qui pourrait interrompre son examen dès le premier jour. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin ce matin. Il était au micro d'Europe 1, de CNews, et il était avec Sonia Mabrouk. Est-ce qu'on veut ou pas expulser les étrangers délinquants? Voilà, moi c'est une question simple que je pose. Je propose dans le texte, à la demande du président, d'expulser, d'éloigner les étrangers délinquants. Aujourd'hui, j'en éloigne 2500 par an. Je pourrais faire 4000 étrangers délinquants de plus grâce à ce projet de loi. Bon, ça c'est concret, effectivement, et au-delà de ça, on peut commencer par évoquer cette motion de rejet. Vous n'êtes pas député à l'Assemblée nationale, bien évidemment, mais est-ce que la France Insoumise va voter cette motion de rejet ? Oui, elle va la voter comme toute la NUPES. Donc les écologistes, les socialistes, les communistes et la France Insoumise vont voter cette motion de rejet. Les Républicains et le Rassemblement National font planer une forme de suspense. Et ce qui fait qu'à la fin, cette loi immigration pourrait s'arrêter tout net à l'Assemblée nationale dès la première heure, qui montre que, en vérité, Gérald Darmanin a voulu faire beaucoup de bruit avec son projet de loi. Il l'a redéposé à plusieurs reprises. C'est un long feuilleton, vous l'avez dit. Et que cette loi immigration, c'est la 22e en 30 ans. Franchement, pour quel résultat? Les passeurs se font toujours plus d'argent, il y a toujours plus de migrants qui meurent en mer Méditerranée. La vérité, c'est que cette loi immigration, elle ne sert à rien, si ce n'est à stigmatiser la population étrangère. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Gérald Darmanin a envoyé des courriers aux préfectures, et notamment aux députés, pour essayer de les convaincre de la loi immigration, qu'il essaie de convaincre, dont acte, mais il a essayé de convaincre, y compris avec des mensonges. Dans un des courriers qui a été envoyé aux députés d'Île-de-France, il parle d'un cas d'un jeune qui est né en 2002 et qui a été condamné pour conduite avec usage de stupéfiants en 2008. Le gamin avait 6 ans, qui pense sérieusement qu'à 6 ans, il a été pris en train de conduire avec des stupéfiants. Alors, je vais essayer de ne pas vous interrompre parce que pour l'auditeur, c'est jamais facile, mais en même temps, les questions peuvent exister. Ce qui est étonnant dans cette attitude, c'est qu'il ne s'agit même pas de rejeter la loi, il s'agit de faire une motion de rejet, ce qui fait qu'il n'y aurait même pas de débat. Et les députés de la France Insoumise, mais pas que les députés de la France Insoumise, ils ont été élus précisément pour qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. On parle matin, midi et soir de l'immigration. Et vous avez la NUPES qui dit on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Non, on ne dit pas qu'on en parle. Si. La motion de rejet, il n'y a même pas de discussion. Non, mais motion de rejet, ça veut dire qu'on rejette ce texte. Donc si vous faites... Par exemple, si vous faites Pascal Praud... Vous pouvez discuter ce texte, vous pouvez l'amender, vous pouvez en tout cas avoir une tribune même pour exposer vos propositions. Nous, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on rejette ou pas ce texte? Et d'ailleurs, ça va être un moment aussi où les masques tombent de la part du Rassemblement national et des Républicains qui ont leur rêve exaucé dans cette loi et puis qu'à la fin, ils se disent finalement, on va peut-être voter la motion de rejet. Nous, c'est clair, on s'oppose à cette loi. Si c'était une loi immigration pour, par exemple, régulariser de manière très claire l'ensemble des travailleurs sans papier, probablement les femmes de ménage qui ont nettoyé ici le studio Europe 1, celles et ceux qui travaillent en restauration, bref, tous ces salariés de l'ombre qui font les métiers de première ligne et qui sont littéralement exploités. Par ailleurs, ça tire les salaires de tous les travailleurs par le bas. Voilà, nous, une loi qu'on pourrait voter. Mais pendant 15 jours, vous pouvez exposer cela? Mais vous privez d'une tribune pour exposer ça, pour expliquer ça. C'est ça qui peut m'étonner. Je vous rassure, Pascal Praud, je crois qu'on n'a pas attendu cette loi immigration pour parler immigration dans le débat public. Il y a des choses, par exemple, qu'on peut trouver intéressantes. Par exemple, les délinquants étrangers, qu'on puisse les expulser. Aujourd'hui, on ne peut pas s'ils sont arrivés sur le sol de France avant 13 ans. Je trouve que c'est plutôt bien d'expulser les délinquants étrangers et de les mettre en dehors de nuire du sol de France. Vous n'êtes pas d'accord? D'abord, les délinquants étrangers, c'est 0,4% des délinquants. Ensuite, si vous prenez les délinquants étrangers de moins de 13 ans, on parle d'une poignée. Mais et là, peu importe, c'est celui qui a tué Dominique Bernard. Non, il avait pas forcément moins de 13 ans.
Bah non, mais il était arrivé sur le sol de France avant 13 ans. Donc, Il aurait pu être la question qu'on pose, expulsé. c'est la question de nos moyens de renseignement, nos moyens de police pour détecter ce type de comportement. Parce que là, en l'espèce, c'est une défaillance d'ailleurs qu'a reconnu Gérald Darmanin des services de renseignement. Donc vous voyez, à une vraie question, on apporte des mauvaises solutions, y compris contraires aux droits fondamentaux et au droit international, à la Cour européenne des droits humains qui refuse qu'on expulse avant 13 ans. Mais je vous rassure, un délinquant étranger, c'est un justiciable comme un autre. Et il a beaucoup plus de chances d'être condamné que n'importe lequel d'entre nous de nationalité française. Il a surtout rien à faire sur le sol de France, c'est surtout ça, me semble-t-il. Vous voyez bien, si on prend une grande partie des drames récents à Crépol ou ailleurs, c'était pas des étrangers, c'était des Français comme vous et moi. Je suis bien d'accord avec vous. Que de pointer du doigt les étrangers en disant c'est le cœur du problème, on fait un amalgame entre les étrangers et entre la délinquance, qui est un vrai sujet en France. Et moi, je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui sont, quelles que soient leurs origines, et qui se sentent stigmatisés par ce texte. Moi, je refuse qu'on stigmatise une partie de notre population d'origine maghrébine ou ailleurs. On va marquer une pause. Je rappelle que les titres de séjour en 2021, il y en avait 282 000. Ça, c'est l'immigration légale. 316 000 aujourd'hui. Premiers titres de séjour sont délivrés en France. Beaucoup disent la France... 100 000 Ukrainiens, Pascal Praud. Oui, mais vous voulez renvoyer les Ukrainiens? Mais je ne dis pas ça. Je dis simplement une chose qui est partagée par le plus grand nombre. On n'a sans doute pas les moyens ni économiques, ni sociaux, ni même culturels aujourd'hui de faire entrer en France autant de gens. On les accueille mal. Ils ça, sont mal. Vous avez raison qu'on les accueille mal sur notre sol. Et je pense que 300 000, c'est beaucoup. C'est ça que je veux vous dire. 30% des emplois exercés comme femme de ménage, dans la restauration, livreur Uber, etc. Qui va les exercer? Justement, c'est peut-être cela sur lequel il faut réfléchir également. Moi, je propose qu'on les régularise et qu'ils aient un statut, le droit du travail qui les protège, et ce sera bénéfique à tous les travailleurs. On marque une pause et c'est Charlie qui va pouvoir vous interroger. À tout de suite. Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, nous retrouvons Charlie qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Et Manon Aubry, qui est députée de la européenne de la France Insoumise. Vous étiez tête de liste d'ailleurs lors des dernières en 2019. Cette fois-ci, je suis pour le moment la chef de file et on dévoilera notre liste dans les prochaines semaines. A priori, vous serez peut-être tête de liste encore. C'est plutôt logique, non? Il y a des chances. Bon, parce que ça... Ça, c'est une information que vous nous donnez, parce que ça voudrait dire autrement que ça n'a pas marché. Alors que... Je suis plutôt fière du bilan qu'on a au Parlement européen, notamment de la bataille qu'on a menée âprement contre les lobbies. Charlie est avec nous. Bonjour Charlie, vous souhaitez interroger Madame Aubry. Et merci d'être avec nous. Bonjour Madame Aubry. Bonjour. Avec plaisir. Bonjour Madame Aubry. Je voudrais intervenir, moi, de mon côté, sur la position inacceptable de la France insoumise, qu'on appelle aujourd'hui la France islamiste, plutôt qu'insoumise, sur votre position vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. De ne pas avoir, avec votre groupe, déclaré que ce n'étaient pas des terroristes, ces gens qui ont violé, déchiqueté, coupé des têtes, brûlé des enfants, et j'en passe, pour ne pas être indécent. Comment pouvez-vous oser, avec votre groupe, soutenir et ne pas vous insurger, vous qui êtes une femme? Avez-vous des enfants, Madame Aubry? Non, j'ai pas d'enfants, mais vous avez raison de noter que je suis une femme. J'ai des enfants et des petits-enfants, et j'imagine ce qui aurait pu se passer avec mes filles, avec mes petits-enfants, avec vos résistants, que vous appelez, ou vos guerriers, qui sont de l'autre côté. Mais c'est affreux ce que vous... Ce n'est pas les mots qu'on a utilisés, monsieur. Mais je vais vous répondre, je vous laisse finir de poser votre question. Vous avez raison, je retire Madame Aubry. Je dis, vous n'avez pas osé les traiter de terroristes. Et vous pérorez à l'Assemblée en n'osant ne pas accepter que ces gens-là, qui sont des gens affreux, des barbares, pire que des barbares. Si vous voulez, à la Shoah, il y a eu des choses affreuses. Mais faire ce qu'ils ont fait en les filmant, en les montrant, alors que les Allemands cachaient ce qu'ils faisaient. Vous êtes innommable à accepter de ne pas dire que ce sont des terroristes. Alors en plus, pour vous répondre. D'abord, si vous me permettez, quelle est notre position? C'est celle d'avoir condamné immédiatement et avec beaucoup de fermeté, vous pourrez retrouver le tweet que j'ai fait à ce moment-là, d'avoir condamné avec beaucoup de fermeté les attaques du Hamas, qui sont en effet abjectes. Vous avez raison d'utiliser ces mots, qui sont abjects, inexcusables, impardonnables, et qui sont des actes... Monsieur, ça c'est la première chose. La deuxième chose sur le Hamas,
moi, à aucun moment, je n'ai demandé que le Hamas soit retiré de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Il se trouve que je suis députée européenne, l'Union européenne fixe une liste des organisations terroristes, et moi, j'ai à aucun moment demandé à ce que le Hamas en soit retiré. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'une fois qu'on a condamné ces crimes abjects, qui sont des crimes de guerre, qui sont voire même des crimes contre l'humanité, Voilà, en droit international, Non, madame en droit Aubry, international, vous dites le contraire de ce que vous avez dit, madame Aubry. Laissez-moi vous répondre. Non, je voulais pas dire n'importe quoi. En droit international, si vous voulez condamner, moi je souhaite que le Hamas soit condamné par la Cour pénale internationale. Pour que le Hamas soit condamné par la Cour pénale internationale, il faut que ce soit qualifié comme tel. Monsieur, si vous me posez une question, il faut me laisser le temps d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est que Mme Aubry réponde. Et après, vous pourrez réagir, j'en suis sûre, Pascal vous laissera le temps. Je vous écoute. Donc, si l'on veut que le Hamas soit condamné par la Cour pénale internationale, ce que je souhaite, il faudra que ce soit qualifié comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et moi, ce que je ne supporte pas, c'est le deux poids, deux mesures. Bien sûr que les actes du Hamas doivent être condamnés et qu'il y a des gens qui doivent finir en prison toute leur vie pour cela. Mais je n'accepte pas non plus que derrière ça donne un blanc-seing à Israël pour décimer une population comme ils le font, avec plus de 20 000 civils qui ont été tués, des femmes, des enfants. 20 000 civils, ce sont les Nations Unies qui disent eux-mêmes que ce chiffre est probablement sous-estimé. Ce n'est pas moi, monsieur, à moins que vous doutiez des Nations Unies. Mais moi, je fais confiance aux gens qui sont sur le terrain. Charlie. Et ce que je demande, c'est un cessez-le-feu, qu'on retrouve le chemin de la paix pour que les Israéliens et les Palestiniens vivent en sécurité. Charlie, d'abord, Madame Panot, Madame Aubry, si vous me permettez. Précisément, vous n'êtes pas sur la même ligne, me semble-t-il, que Madame Panot, Madame Soudet ou même Jean-Luc Mélenchon. D'abord, dans la forme, la manière dont vous vous exprimez est un poil différent. Vous venez de dire une chose, par exemple, que personne n'avait jamais dit à la France Insoumise. Je n'ai pas demandé de retirer... Moi, je l'ai déjà dit, il y a quelques semaines sur d'autres médias, mais il y a... Bon, en tout cas, la France Insoumise ne le dit pas comme cela. Et effectivement, ce qui peut être aussi reproché à la France Insoumise, je pense à Madame Panot, je pense à Madame Soudet, ça a beaucoup choqué, effectivement, les gens, lorsque des vidéos ont circulé où on la voit s'amuser d'une certaine manière, en tout cas rire des crimes qui ont pu avoir lieu, même si c'était pas son intention, bien sûr, sans doute de rire de ces crimes-là, mais elle en parlait avec une forme de légèreté. J'observe que vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là. Et vous parlez également de crimes contre l'humanité. Vous imaginez que ça puisse être possible. Effectivement, on a appris ces dernières heures que les crimes qui ont été faits contre les femmes, avec des mutilations atroces, je ne souhaite pas revenir dessus, pourraient être qualifiés, c'est ce que vous venez de dire, de crimes contre l'humanité. Donc il y a une petite inflexion. En clair, moi je perçois... Vous savez, je suis toujours au plus près de ce que je pense, donc c'est facile d'ailleurs pour moi. Je perçois quelque chose de plus modéré, et dans la forme, et sur le fond, dans la manière dont vous vous exprimez. Non, je crois pas sur le fond. On dit la même chose, après chacun a des manières de s'exprimer. Mais nous, ce qui nous révolte, c'est tout crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est pas la même chose que fait la réponse d'Israël. La réponse d'Israël n'est pas un crime contre l'humanité. Si, ça l'est. Ça l'est, monsieur Pro. Israël souhaite détruire le Hamas, et hélas, dans cette destruction vous pouvez pas dire hélas quand ils sont en train de détruire un peuple. Le droit international est très clair, par exemple. Il est interdit de priver, comme ils le font, tout un peuple, plus de 2 millions de personnes, d'eau, d'électricité, de nourriture. Qu'ont-ils fait, les Gazaouis, pour se faire bombarder sans discrimination? Qu'ont-ils fait pour être privés d'eau, de nourriture, d'électricité? Mais là-dessus, on peut en parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à géométrie variable, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est pour ça que moi, j'essaie de dire, en fait, il faut retrouver le chemin de la paix. Et pour ça, il faut une solution à 2 États qui permette aux Israéliens, aux Palestiniens de vivre en sécurité. Aubry, tout ça arrêter la colonisation aussi, Cisjordanie. Mais on n'a rien dit d'autre de différent depuis le début. Mais le 7 octobre, le Hamas est entré sur le territoire d'Israéliens pour tuer des Israéliens parce qu'ils étaient Israéliens, parce qu'ils étaient juifs. Et ce sont des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité qui doivent être punis comme tels. Et Israël, lorsque Israël répond sur les terres de Gaza, c'est effectivement pour détruire le Hamas. Mais c'est pas le Hamas qui le détruit, 20 000 civils, Pascal Pro. La motivation est différente, c'est ça que je souligne, la motivation est différente. Et ça doit être pris en compte, me semble-t-il. Mais on marque notre rôle est de défendre les civils qui sont aujourd'hui pris pour cible. Et on ne peut pas avoir un truc à géométrie variable. Vous voyez, mon discours est entendable sur Israël et il est aussi entendable sur la Palestine, et je souhaite que vous ayez la même indignation à chaque fois qu'un civil est pris pour cible.
Justement, le civil n'est pas pris pour cible. C'est pour ça que c'est une victime. Quand des bombardements c'est pour ça sont faits, qu'il y a discussion. Le sud de la bande de Israël Gaza ne vise pas les civils. Mais on marque mais bien une pause. sûr qu'Israël vise les civils. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent à peine. Bah écoutez, 20 000 civils. 20 000 civils. Eux-mêmes le reconnaissent qu'il y a une très petite partie qui a touché des combattants du Hamas. Ils le reconnaissent eux-mêmes. On marque une pause en tout cas et Charlie et d'autres vont pouvoir intervenir. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Vous êtes avec votre invité Pascal Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise. Manon Aubry, et c'est vrai que la discussion se prolonge pendant la pause et je disais, me semble-t-il, que vous n'êtes pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon et ses outrances. J'essaie de vous L'émission a commencé depuis 11h. Est-ce que j'ai pas élevé le ton? Non, c'est pas une question simplement de ton. C'est pas sur la forme et sur le fond. C'est la démonstration de M. Praud que peut-être je peux vous convaitre ceux qui nous écoutent qu'il faut un cessez-le-feu permanent. Le qu'il faut que les bombes arrêtent le Hamas puisse retrouver un peu de vigueur. Je suis pas forcément pour le Hamas. Je pense qu'il faut éliminer le Hamas. Mais vous allez nourrir y compris les rangs du Hamas à travers ce conflit. Là, il y a reddition des premiers membres du Hamas aujourd'hui qui arrivent et qui disent stop eux-mêmes. Mais vous voyez bien que la politique de la terreur a ses limites quand elle cible les civils. C'est pour ça que moi, je demande, et je vais aller à Strasbourg au Parlement européen juste après, et je vais demander à ce qu'il y ait une résolution très claire du Parlement européen en faveur d'un cessez-le-feu permanent et d'une libération inconditionnelle et immédiate des otages pour essayer de retrouver ce chemin de la paix. Je vous l'accorde, il est difficile, il est sinueux, mais quoi d'autre ? On va chasser les 2 millions de Gazaouis de la bande de Gaza ? C'est ça que veut Israël ? Qui parle d'eux comme des animaux humains ? Enfin, on a parlé de la loi immigration, on a parlé avec vous de la situation en Israël. Vous avez vu que je n'ai pas repris les questions incessantes sur terroristes, organisations terroristes ou pas, parce que chaque membre de la France Insoumise y a répondu et on perdrait notre temps. En revanche, je crois que nous sommes avec Yann qui voulait peut-être vous parler d'un autre sujet sur lequel vous pouvez réagir. Bonjour Yann. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Quel est votre sujet ? Écoutez, c'est le saut dans le temps auquel nous encourage Manuel Alduy, le directeur du cinéma de France Télévisions, puisque on retourne, vous savez, sur le puritanisme des Amériques au XVIIe siècle. C'est-à-dire que ce monsieur a décidé que les films de Depardieu passeraient plus à l'antenne. Pourquoi ? Parce que Depardieu a fait des grosses vannes salaces qui ont fuité, et que donc France Télévisions... Si vous me Télévisions, permettez, ce ne sont pas que des grosses vannes salaces qui ont fuité. Si vous me permettez, c'est quand même Merci autre chose. Précision. Je veux dire, c'est pas ça. Déjà des vannes salaces, je suis pas très client, mais c'est au-delà. Et à partir du moment où vous dites cela, vous minorez, me semble-t-il, ces phrases-là. Maintenant, je vous laisse continuer. Non, mais absolument, je suis d'accord avec vous. Disons que c'est bien pire que... mais vous disiez le contraire il y a 2 secondes. Non, mais vous avez raison, j'ai employé les mauvais termes. C'est bien plus que des blagues salaces. Oui, je vous confirme, c'est pas... Mais est-ce que c'est une raison, si vous voulez... Alors là, ça c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit retirer le prix Renaudot à Céline ? Enfin, c'est toujours les mêmes questions d'ailleurs. Est-ce qu'on doit faire la cancel culture et revenir sur ce qui a été fait avant ? Bon. Pascal, Depardieu, à ma connaissance, n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. C'est aussi, vous avez parfaitement raison, c'est la présomption d'innocence sur les personnalités publiques qui, par définition, est toujours mise en difficulté parce que parfois les carrières s'arrêtent. Vous avez aussi raison de le souligner. Ce qui n'est pas vrai si le monsieur était boulanger ou s'il faisait un autre métier. Et Astrala, vous imaginez le nombre, en fait, d'acteurs, de présentateurs ou d'animateurs de télévision qui devraient être mis à l'index? Non, non, les gens, je suis dans ces métiers depuis 35 ans. Que tous les hommes ne se comportent pas de cette manière-là. Je vous assure. Peut-être pour vous répondre, vous avez raison, Monsieur Praud, de préciser ce dont on parle. On ne parle pas de blagues salaces. On parle, pour ne prendre qu'un exemple, parce que j'ai regardé le complément d'enquête, de Gérald Depardieu qui parle d'une petite fille, donc qui a clairement pas 18 ans, qui est sur un cheval et il parle d'elle comme un objet sexuel, qui se frotte. Enfin, c'est ce type de choses-là dont on parle. Il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre Gérard Depardieu pour viol. Et oui, enfin, moi, je vous le dis, en tant qu'en plus jeune femme, je me suis sentie concernée par les femmes qui étaient prises pour cible.
par Gérard Depardieu, et ça me dégoûte. Enfin, pardon, mais je suis dégoûtée de l'homme. Non, mais la question, c'est est-ce que France Télévisions a raison de ne plus jamais proposer un film de Gérard Depardieu? Alors, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que, si on met le doigt dans cet engrenage, est-ce que ceux qui ont tourné avec Gérard Depardieu n'ont plus le droit non plus de citer? Est-ce que ceux qui ont filmé des réalisateurs Gérard Depardieu n'ont plus le droit de citer? Jusqu'où ça commence et jusqu'où ça s'arrête est une vraie question. Pardon, mais un homme qui se comporte de cette manière-là, de manière aussi dégoûtante, qui prend le corps des femmes comme un objet, en fait, moi, j'ai plus envie qu'il soit adulé, admiré, qu'on le regarde à la télé. Et je pense qu'on n'arrivera pas à bout du combat contre les violences sexistes et sexuelles en l'acceptant comme un état de fait dans notre société. Il y a un viol en France toutes les 6 minutes. Toutes les 6 minutes, une femme qui est tuée sous les coups de son conjoint, tous les 2 jours. Voilà, si on veut parler de délinquance, voilà un vrai sujet auquel on devrait s'attaquer. Et vraiment, moi, quand je vois des hommes comme lui, je me dis qu'il y a un combat majeur et qui profite probablement aussi d'une forme de domination, de sa puissance, de son rôle, de son statut. Et moi, j'ai envie de lui dire au revoir, ciao, merci. Va te faire soigner pour ce dont tu as besoin. Et surtout, maintenant, il va falloir qu'il paye le prix de ses comportements. Laissons la justice faire son travail. Mais en attendant, j'ai pas envie que ça serve d'exemple à nos gamins qui pourraient se dire que c'est normal, et à nos gamines qui pourraient l'accepter. Franchement, Pascal Praud, vous me disiez hors antenne, pardon, je pense que c'est public, que vous aviez des filles, que vous avez 4 filles. Moi, je suis une jeune femme aussi. Enfin, on connaît tous le sexisme et le harcèlement dans toutes les formes de la société. Combien d'entre nous n'ont pas changé de trottoir? Combien d'entre nous n'ont pas eu peur? Et ça, c'est parce que notre société patriarcale organise l'impunité pour tous les agresseurs sexuels. Elle a changé, Manon. Non, ça n'a pas changé. Non, dites pas ça. Elle a changé. La société, elle est en cours. Là où je veux bien vous l'accorder, c'est qu'elle est en cours de changement. Aujourd'hui, ma génération n'est pas la même chose que la génération de mes parents. Exactement. Mais ma génération, moi j'ai 33 ans, ma génération, elle est encore aujourd'hui pas en sécurité. Vous allez encore rester 2-3 minutes là-dessus, parce qu'il faut que nous marquions une pause avant 11h30. Elle a changé, parce que nos témoignages, puisque vous parlez de ma vie personnelle, je pourrais pour vous parler de ma mère qui travaillait dans les années 70, qui me raconte comment ça se passait à cette époque-là. Il y a beaucoup de femmes également qui ont aujourd'hui 70 ou 80 ans qui racontent comment ça se passait dans l'entreprise. Aujourd'hui, dans une société comme Europe 1, il n'y a pas un homme qui se conduira mal avec une femme sans qu'il soit viré dans la seconde. J'espère. En tout cas, je veux dire à toutes les femmes qui travaillent à Europe 1, n'hésitez pas à vous exprimer. Europe 1. Pascal Praud et vous. Et Pascal Praud, vous recevez ce matin Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise. Et sur on Europe 1. termine donc juste, vous vouliez rajouter quelque chose, Yann? Est-ce que vous pouvez souscrire à ce que dit Manon Aubry? Est-ce que sur ce sujet, vous pouvez adhérer au fond à ce qu'elle dit? Alors, sur le fond, bien sûr, évidemment. Donc, c'est que du bon sens ce qu'elle évoque. À la réserve près du patriarcat ancestral, on sait très bien, et vous avez eu raison de le préciser, il a changé complètement de nature, et on sait de quoi on parle aujourd'hui. Il a changé pas complètement. Sur les 40 PDG du CAC 40, c'est 40 hommes, quand même. Je précise toujours ça. Non, mais là, on parle des violences faites aux femmes. Oui, Pascal. mais c'est une société aussi très masculine. Et l'exemple que je cite n'est pas neutre. Vous avez 40 entreprises du CAC 40, et c'est 40 bonhommes qui la dirige, c'est un fait. Mais heureusement, on a Delphine Ernotte à France Télévisions. Oui. Donc je voulais juste terminer en donnant humblement un petit conseil à Madame Aubry, si vous me le permettez. C'est de lui dire que si jamais surgit un film de Gérard Depardieu à la télévision, vous savez ce qu'elle a qu'à faire? Elle coupe sa télé. Et puis voilà. Manon Aubry vous répond. Je vous remercie en tout cas, Yann, d'être intervenu. C'est pour ça que moi, je pense que c'est quand il s'agit de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pas que de la responsabilité personnelle. C'est pas à moi de me dire je veux pas voir ce film, je veux pas que mon entourage le voie. Si on veut changer, transformer en profondeur, alors il faut changer l'éducation de nos gamins, de nos jeunes garçons comme de nos jeunes filles pour qu'elles puissent être entendues quand elles parlent de comportements sexistes et sexuels, nos jeunes garçons pour qu'ils soient éduqués dans une société où en fait on se comporte pas de cette manière-là. Donc moi je veux pas vouer une forme de culte au grand acteur certainement qu'a été Gérard Depardieu, mais pardon, qui s'est comporté comme un gros porc, et la place des gros porcs, c'est devant les tribunaux. Et la seule place de Gérard Depardieu, c'est pas à la télé, désormais c'est devant un tribunal. Ce serait bien aussi de vous entendre sur certaines cultures parfois où la femme
n'est pas mise en avant, où ses droits sont parfois bafoués et où sa place est réduite à la portion congrue. Oui, c'est une culture viriliste. Et cette culture viriliste, malheureusement, Pascal Praud, vous la trouvez dans tous les secteurs de la société. Et ça démontre le chemin qu'on a encore à parcourir si on veut que notre société n'accepte plus, ne tolère plus les violences sexistes et sexuelles. On se bat en ce moment au Parlement européen pour une définition, par exemple, du viol, d'un texte de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour une définition du viol qui soit l'absence de consentement. Et Emmanuel Macron, par exemple, bloque ce texte au niveau européen. Et donc, il va falloir faire un changement juridique, un changement culturel, pour aboutir. Je souhaite que la génération de mes enfants connaisse une société qui soit sortie du patriarcat. Moi, je le suis parce qu'il me passionne ce débat sur le consentement, parce que c'est deux options qui s'affrontent. Il y a l'option américaine sur le consentement, et puis il y a l'option française, si j'ose dire, la culture française. Ce qu'on retient surtout pour le viol en France, c'est le fait, c'est l'acte. Nous sommes d'accord. Bon. Pénétration. Bon. Et effectivement, ce que vous souhaitez changer, c'est que la notion de consentement, et ça c'est important, soit prise en compte. Oui, parce que la notion de consentement, c'est est-ce que la femme était d'accord pour l'acte sexuel qui, par ailleurs, ne se résume pas nécessairement à la pénétration. Et donc, il est important qu'on puisse obtenir explicitement ce consentement, cette approbation de la femme. Sinon, combien de femmes se sont retrouvées forcées malgré elles, et c'est pour ça que la définition du viol au niveau européen doit inclure cette notion de consentement. La plupart des États européens sont d'accord, mais c'est la France qui mène la fronde c'est un débat juridique qui nous fait honte, pour être honnête. Et je me souviens d'Emmanuel Macron qui avait dit que c'était la grande cause du quinquennat. Franchement, ça a été le grand oubli du quinquennat. Aucun moyen qui est mis sur la table pour accompagner les associations. Une femme qui va porter plainte pour viol, une femme qui va porter plainte pour coups conjugaux de la part de son mari ou de son conjoint, elle va se retrouver ensuite, au mieux, sa plainte est prise en compte par les services de police, mais elle ne sera pas protégée. Donc elle va rester dans le foyer conjugal où elle est violentée parce qu'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement d'urgence. Voilà un exemple très concret de comment on peut protéger les femmes et sortir notre société du patriarcat. Eh ben, merci. Un long projet. Merci beaucoup. Sortir notre société du patriarcat, c'est un peu caricatural. Non, mais c'est pas une caricature. Je vous ai démontré de manière concrète comment on pouvait y arriver. Vous savez, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Parce mais que je pense l'avoir fait avec subtilité. Oui, mais ce que je voulais dire, allez dire ça à des femmes victimes de viol, que les choses sont un peu plus subtiles. Non, mais la société du patriarcat, ce que je veux dire, c'est que même dans les maisons où l'homme, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avait le pouvoir économique, tu t'apercevais que quand tu entrais dans la famille, c'était la femme qui avait le pouvoir, c'est la femme qui élevait les enfants, c'est la femme qui les accompagnait, c'était la femme. Donc c'est d'ailleurs un problème que la femme soit seule à élever les enfants dans beaucoup de familles. Vous êtes d'accord avec moi ? Je pense qu'effectivement, c'est pas qu'elle est seule d'ailleurs. C'est différent. C'est que moi, je pose toujours ces questions-là. Même dans des couples qui ont 25 ans aujourd'hui ou 30 ans, quand tu entres dans les familles, tu dis qui a fait à manger hier soir ? Qui a amené l'enfant chez le dentiste ? Qui a Vous faites la démonstration de la société patriarcale dont je parle et dont il faut changer en profondeur pour que la femme ne soit pas celle qui s'occupe d'absolument tout et en plus dont les corps soient abusés. Mais vous avez parfaitement raison, mais en même temps, et ces femmes-là avaient le pouvoir sur l'ensemble de la famille. Pas toujours, parfois, parce que je les connais, ces familles. Je les ai rencontrées. Je vis Monsieur avec Praud, depuis... est-ce que vous pensez que quand une femme s'occupe de ses enfants, elle le fait toujours par choix, elle le fait souvent par absence du père, elle le fait aussi parce qu'il y a des écarts de salaire importants entre les femmes et les hommes et qu'elle reste le plus souvent à la maison. Donc vous voyez... Ah non, plus aujourd'hui d'ailleurs, elle travaille. Mais là où vous avez raison, c'est que quand les deux d'écart de salaire. Quand les deux bossent, et quand il y en a un qui doit arrêter, qui doit s'arrêter, c'est toujours la femme. Parce qu'elle gagne moins. Et donc s'il y avait salaire égal, eh bien ce serait plus équilibré. Donc vous voyez, tout ça fait système d'une organisation de notre société qui aujourd'hui sert bien davantage les hommes que les femmes, mais je me résigne pas, les choses bougent, les choses avancent, on va se battre au niveau européen sur la définition du viol, on va se battre pour avoir des moyens. Je ne dirais pas que la société favorise plus les hommes que les femmes, forcément, mais bon. Vous le voyez, c'est un état de fait, quand il y a un écart de salaire de 20%, quand les hommes, pas tous les hommes heureusement, mais les hommes violent encore beaucoup trop de femmes, une femme violée toutes les 6 minutes, on voit qu'il y a un problème encore aujourd'hui dans notre société et qu'il va falloir changer de nouveau. La boucle est bouclée, notre société patriarcale. On marque une pause. Là où je vous rejoins en tout cas, c'est que la mère des combats, je pense vraiment, c'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, je pense, c'est le combat
qui me semble le plus important, puisque aujourd'hui, c'est parfaitement inadmissible. En tout cas, c'était bien de pouvoir échanger ensemble. C'est bien de pouvoir échanger sans s'invectiver. Merci pour ça. Bah non. On fait vivre le débat démocratique. Ah oui, mais bon, mais Monsieur Mélenchon, je ne sais pas s'il viendrait à Europe 1, mais je ne sais même pas si on pourrait avoir cet échange-là. Il faut tenter l'invitation. Je Allez, pense que je lui demanderai. Mais non, je Et pense on a qu'il- un débat en suspens avec Bernard Arnault aussi. Moi, je suis toujours disponible pour débattre Ah oui. avec Bernard Ils Arnault. devaient débattre ensemble, exactement. Enfin bon, Mais invitez-le. Invitez-le, moi je suis écoutez, disponible. Je pense que lui, il aimerait bien ben venir. voilà, faisons-le. Pourquoi Chiche. pas puisque je lui en ai parlé simplement. Bon, après, est-ce qu'il a envie d'aller jusqu'au bout ou pas de ça, je n'en sais rien. Il est 11h39 et je vous remercie vraiment grandement et on va continuer.